moi, je remercie le président Pelka parce que quand il m'a donné le thème de ce colloque, j'étais un petit peu surpris parce que faire des prévisions sur 15 ans, ça paraît très loin. On a l'habitude d'en faire à moyen terme ou à court terme, mais pas à long terme. Et en fait, dans ce que j'ai essayé de produire, qui n'est pas simple, parce que là, je le produis au nom de la profession, et puis au nom du Conseil de l'Ordre, il faut que je tienne compte aussi de notre société. On ne peut pas faire des projections kinésithérapiques sans avoir, comme ça vient d'être présenté par les 3 intervenants qui m'ont précédé, une vision de santé publique, une vision de territoire, une vision de responsabilité. Alors en plus, ça tombe bien, si je peux me permettre, parce que quand en 2004, le législateur a confié à la profession un ordre, il ne l'a pas confié pour qu'elle progresse sur le plan corporatiste. Il l'a confié dans un but de santé publique au service du patient, au service du pays. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Les syndicats, par contre, sont là pour faire le corporatiste et défendre la profession. Donc il est certain que dans la vision à 15 ans, et peut-être on prendra quelques exemples actuels et puis à moyen terme, on va être obligé de tenir compte de cela, enfin, dans mon propos, qui bien sûr n'est pas un propos de décision souveraine prise par l'ordre sur le plan institutionnel, mais une réflexion personnelle de par mon parcours syndical et ordinal en 2013. Donc j'ai donc un regard politique, c'est-à-dire, non, ce n'est pas la vie dans la cité, c'est la vie dans la cité kinésithérapique. Et ce regard sera bien sûr teinté sur le plan ordinal, car dans 15 ans, l'ordre des kinésithérapeutes aura aussi 15 ans de plus, c'est-à-dire qu'il aura 22 ans. Et bien entendu, la kinésithérapie sur tout le territoire sera probablement, en gros, celle de l'Île-de-France et de la Réunion. Donc mon propos va dépasser le cadre de l'Île-de-France et de la Réunion pour essayer, avec vous, de réaliser ce qu'on appelle une projection sur notre profession, et peut-être jusqu'en 2015. Donc pour faire une projection, il faut regarder avant, il faut regarder maintenant, et quand l'avant, le maintenant se suivent, on peut facilement tirer une ligne qui n'est pas absolue, mais qui est probable, sur le futur. Donc l'avant, oui, c'est jamais 203, c'est exactement le proverbe populaire. Alors l'avant, c'est avant et après 1946. La progression de la kinésithérapie s'est faite essentiellement pour répondre à un besoin. C'est-à-dire après les guerres mondiales, on avait besoin de personnes compétentes pour rééduquer sur l'appareil locomoteur. C'était un besoin. Le problème de la prise en charge maladie, le problème d'autres professions n'existait pas. Bien que la sécurité sociale ait commencé assez vite à rembourser une toute petite partie de nos actes après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, on l'a tous connu pour certains ici qui sont comme moi déjà un petit peu anciens, il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où la profession a progressé d'une façon extraordinaire, mais avec un financement social complet qui était géré par les centrales syndicales et non plus par le gouvernement, et qui voulait être généreux vis-à-vis de toutes les personnes qui, pour une raison quelconque, avaient besoin de kinésithérapie. On a eu, pour ceux qui s'en souviennent, en 1972, une nomenclature qui prenait en charge toute la kinésithérapie. Et ce risque, enfin, cette satisfaction nous a emmenés dans une progression en chiffres, en présence sur le terrain, en cabinets libéraux, assez importante. Et en même temps, et là je vais parler avec mon parcours syndical, nous a rendu quand même un peu dépendants du système social, qui à un moment donné, et ça on y arrive, c'est mon troisièmement, a commencé un petit peu à s'essouffler, ou selon les calculs, à devenir un petit peu plus difficile, et il a fallu faire les comptes. Donc il y a eu une réduction de la prise en charge, et une maîtrise des dépenses qu'on connaît bien, qui continue, un contrôle important des activités, avec maintenant, depuis quelques années, des référentiels, et donc du coup, une adaptation de notre profession, puisqu'elle est toujours très vivante. Nous sommes 78 000 en France, 79% de libéraux, comme l'a rappelé M. Evin, mais quand même une certaine dépendance. C'est-à-dire qu'actuellement, notre profession
que ce soit sur le plan libéral ou sur le plan salarial, puisque les deux sont liés, puisque les professionnels vont de l'un à l'autre, et les enveloppes sont différentes, mais le financement est le même, elle est forcément liée à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2013 ? Qu'est-ce qui se passe depuis que l'ordre... Il y a, je crois, et votre présence ici, avec les invités de marque qui sont ici, montre qu'on a une prise de conscience que c'est dans la santé publique qu'il faut évoluer, et pas seulement dans la négociation avec la caisse d'assurance maladie. Pour beaucoup d'entre nous, la seule base qui régulait notre activité pendant des années, c'était la nomenclature des actes professionnels. Et pour 99,8% d'entre nous, c'était la convention. Eh bien, je crois qu'on a pris conscience, et l'ordre en tous les cas, que cette évolution-là n'est pas forcément essentielle pour qu'on arrive en 2015 à quelque chose de brillant sur le plan de notre service, puisque la physiothérapie mondiale est reconnue partout. Mais justement, ce partout, pour certains qui sont allés dans d'autres pays, ce que j'ai fait, ce partout n'est pas dépendant du système social. Il est dépendant de la qualité des soins, de la recherche, de l'évaluation, de la formation, puisque beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, nord-américains, sont largement au niveau master et ont une discipline de recherche. Donc voilà, le présent, c'est toute l'actualité que vous connaissez. Donc moi, je n'ai pas envie de vous faire je viens de vous faire l'avant. Le présent, vous le connaissez, vous le pratiquez dans les services et dans les cabinets. Mais par contre, ce que je voudrais souligner, c'est que dans ce présent, et je crois que ça a été abordé par M. Jean-François Lamour, il y a un paradoxe, il y a un hiatus extrêmement important. La réglementation des études date de 89. La réglementation de l'exercice qui a évolué, elle date de 1946. Et la réalité sur le terrain, que ce soit dans les services ou dans les cabinets, n'est plus du tout en adéquation avec la réglementation. Il y a un hiatus qui fait que bien souvent, et là je vais être très prudent parce que je ne vais pas parler en tant que président de l'ordre, l'usage, je l'espère, précédera la loi, mais l'usage n'est plus conforme à la loi. C'est-à-dire que sur les 20 patients qu'un libéral va voir dans la journée, combien sont là avec une indication médicale, indication destinée à prescrire le soin, alors que bien souvent ils sont là parce qu'ils connaissent la kinésithérapie, parce qu'ils ont besoin de kinésithérapie, et s'ils ont une ordonnance, c'est que leur médecin généraliste ou leur spécialiste leur a formulé une ordonnance pour le remboursement. Quand je dis ça aux médecins, je l'ai dit lors de l'audition du Sénat où il y avait l'ordre des médecins, et on parlait de la coopération, ça a un tout petit peu tiqué, mais je pense qu'ils ont compris que le prestige et l'hypercompétence d'un médecin, ce n'était pas de faire un papier pour le remboursement de soins de rééducation, mais de poser l'indication en parfaite entente et complémentarité avec le kinésithérapeute. Donc ça, c'est un hiatus qui existe, que l'on assume, que tout le monde assume, et qui permet de faire, tenez-vous bien, plus d'1 million d'actes par jour en France de kinésithérapie sont faits. Je dis bien plus d'1 million, c'est-à-dire qu'on a pris en compte ce qui est fait dans les cabinets libéraux et ce qui est fait également dans les services. Alors, puisqu'on en est là, on peut peut-être maintenant parler du futur. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Mais avant d'espérer un futur ou de le voir évoluer en fonction de nos compétences, je crois qu'il faut regarder s'il y a des signes actuellement qui permettent d'aller un peu plus loin. Et ces signes, le premier, c'est celui-là, c'est la santé publique, la prise de conscience qu'on doit évoluer avec cette responsabilité-là et non pas une négociation en fonction des actes qui font que notre activité est régulée non pas par notre compétence professionnelle, mais aussi par le système social. Ce qui ne veut pas dire, je ne critique pas le système social, c'est un des meilleurs de France là-dessus, mais par contre, nous, on doit s'adapter. Donc, il y a, premier signe, la demande des patients pour des soins physiques non cliniques, non instrumentaux, est de plus en plus importante. L'éducation à la santé fait partie d'une solution qui permettrait de faire des économies au système social, et nous sommes, nous, dans notre profession, rééducateurs, éducateurs,
nous ne faisons pas une prescription de médicaments, nous ne faisons pas un geste chirurgical, nous prenons un patient, nous le gardons parfois pendant 2 ans, les séances permettent un échange et aucune kinésithérapie ne marche s'il n'y a pas un relationnel qui est établi avec le patient. Alors qu'un geste chirurgical ou une prescription médicamenteuse ne signifie pas forcément qu'une relation s'installe. Donc cette relation, elle permet l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, qui commence, je l'espère, à intéresser de plus en plus les kinésithérapeutes. Mais là, c'est quand même des protocoles précis. Et puis, ce fameux service médical rendu, qui est le SMR, qui est proposé indirectement par la HAS et bien sûr par la Sécurité sociale, eh bien, c'est à nous, là, de rattraper le retard. C'est-à-dire qu'on doit faire évaluer nos pratiques et nous évaluer dans nos pratiques quotidiennes. Et enfin, tout récemment, je crois que le président est là, la création du collège de massokinésithérapie en lien avec la HAS, qui va permettre maintenant de travailler sur des recommandations et bien sûr sur une évaluation permanente par rapport à ces recommandations. C'est-à-dire que l'EPP n'est pas morte, elle est intégrée dans le DPC, dans le développement professionnel continu, mais elle sera toujours basée sur un travail scientifique fait avec des recommandations. Et grâce à ce collège qui vient de se créer, ces recommandations seront élaborées par les professionnels et la communauté scientifique. Alors, dans le futur, parce qu'on peut quand même voir les choses d'ici 15 ans, la profession va devoir répondre aux défis d'un monde en pleine mutation afin de s'adapter en permanence aux besoins des patients et répondre aux interrogations des professionnels. Ça veut dire que notre profession doit évoluer non pas seulement par rapport à ses désirs ou par rapport à ses compétences, mais par rapport à la société. Or, la société évolue, comme ça a été dit tout à l'heure, avec les systèmes de communication, avec l'information, et je pense que de plus en plus, l'information sera aussi importante que la technique. Et je crois que pour vous, praticiens, si l'information n'est pas délivrée, si vous ne l'avez pas reçue, si la relation n'est pas établie avec le patient, la meilleure technique du monde ne passera pas. Même si on est très bon sur le plan manuel, puisqu'on a la profession qui permet de soigner avec nos mains et avec nos pratiques. Alors en progrès, par contre, il y a des points, là j'ai listé les signes, mais il y a des points de progrès qui sont très importants, qu'il faut noter et qui permettent dans 15 ans de dire qu'on va tout à fait progresser sur le plan mondial de la physiothérapie. D'abord, l'évaluation des pratiques. Nous, kinésithérapeutes, très vite on s'est rendu compte, contrairement aux médecins, qu'elle ne devait pas être normative, mais formative. Et quand les médecins s'en sont rendus compte, ils ont fait marche arrière. La HAS l'a parfaitement compris. À l'époque, c'était l'ANAS. Et depuis, tout le monde s'est engagé dans une évaluation des pratiques formatives et non normatives, afin qu'on puisse s'y engouffrer avec enthousiasme et satisfaction. Les transferts de compétences, comme ils ont été évoqués par M. Evin, ont été élaborés dans l'article 51 de la loi HPST. Et on s'est rendu compte qu'à part très peu de protocoles, et notamment pour les kinésithérapeutes, cela ne marchait pas. Donc il y a eu récemment une audition au Sénat. Et au nom de la profession, en tant que président de l'ordre, j'ai clairement dit que ça ne marchait pas pour nous. Que d'une part, nous n'étions pas comme les infirmières, puisque les infirmières marchent très bien. Ce n'est pas une délégation de tâches où on avait juste à faire une tâche sans responsabilité qui nous intéressait, mais plutôt un transfert de compétences, dans la mesure où notre profession, par ses études, par sa responsabilité, arrivera à justement ce transfert en accord avec le monde médical. Quant à la HAS, qui a effectivement refusé le protocole sur la bronchiolite, on va dire très simple, nous l'avons rencontré et il se trouve que ce protocole a été simplement refusé parce que l'accès direct n'est pas encore octroyé aux kinésithérapeutes français. Et pour que cet accès direct sur certaines pathologies le soit, il faut bien sûr que les études le permettent. Et il faut également qu'on puisse nous-mêmes accepter de s'y engager, car ce n'est pas forcément simple pour nous, qui avons pris l'habitude pendant des années de travailler sur prescription médicale.
Et donc, l'AHAS et je pense les sénateurs et les gens qui sont actuellement destinés à revoir cet article 51 sont parfaitement conscients de cela. Donc, sur ce plan-là, je pense que nous y arriverons. Alors, peut-être encore un ou deux exemples, Monsieur le Président. Oui, j'ai fini là. L'accès, c'est la partie kiné la plus, je pense actuellement, là, qui vient derrière la santé publique, qui me paraît importante. Alors j'ai par contre, et ça va intéresser beaucoup nos confrères, j'ai listé les barrières qui sont répertoriées et qui font qu'on peut considérer en France que l'accès direct est infranchissable, alors qu'il existe dans plusieurs pays européens et notamment en Nord-Amérique. Bon, la première barrière, qui est à mon avis franchissable, puisque les médecins avec lesquels on discute sont d'accord, c'est la communauté médicale. Ensuite, deuxième barrière, c'est le modèle de remboursement. C'est clair que le modèle de remboursement en accès direct peut être considéré comme une économie par rapport aux multiples consultations pour renouveler la prescription. Les considérations économiques sont également franchissables, puisque dans l'accès direct, on peut espérer que l'activité des kinésithérapeutes sera plus ciblée et moins importante. Et puis, il y a l'autonomie de la profession. L'Ordre en est un exemple depuis 2006. Il a montré qu'il était capable d'assumer cette autonomie, cette responsabilité. Il y a également, ce qui est franchissable à mon avis, c'est l'opposition politique, puisque lorsque on rencontre les politiques et qu'on évoque ce problème, ils ne sont pas du tout opposés, mais il y a un certain nombre de difficultés. Et puis, il y a la formation nous-mêmes de nos enseignants. C'est-à-dire qu'actuellement, les formateurs des kinésithérapeutes n'ont pas encore franchi le cap qui permette de former à cet accès direct. Et le plus important, peut-être pour moi, c'est d'accepter à un moment donné, un jour ou l'autre, soit de hiérarchiser notre profession, avec des gens qui ont un niveau de recherche, un niveau de formateurs, un niveau de spécialisation, soit les 78 000 kinésithérapeutes, comme ça a été demandé pendant de nombreuses années, sont tous au même niveau. Voilà ce que je tenais à dire, en partie en tant que président de l'Ordre et en partie en tant que kinésithérapeute. Je redis quand même que notre déontologie nous donne la responsabilité vraiment de pouvoir appliquer des pratiques innovantes, puisqu'il y a eu là-dessus quelques polémiques récemment. Mais ces pratiques innovantes, nous les validons que quand elles garantissent aux patients qualité et sécurité.